Bonsoir à tous. Manon, tu peux déclencher l'enregistrement. Et puis, donc, si certains ne souhaitent pas être enregistrés, ils pourront nous demander éventuellement de retirer leurs questions ou leurs propos à tout moment, à l'issue de la séance, et nous la retirerons, puisque sinon, ceci se retrouvera sur la chaîne YouTube du NIFPOP. Alors, je salue tout particulièrement ce soir nos partenaires de la soirée qui sont le Grand Bivouac d'Albertville et je salue particulièrement son président, Guy Chaumereuil, qui nous a rejoints et qui sera l'un des questionneurs qu'on appelle premier questionneur. Et puis, il y en aura d'autres, et puis il y aura le public, etc. Alors, le style, vous le connaissez, je pense, hein, puisque c'est la deuxième des 21 rencontres. Ça s'appelle rencontre. Ça s'appelle pas conférence, ça s'appelle pas débat, ça s'appelle pas truc où on se prend la tête. Ça s'appelle rencontre. Et l'idée, c'est de rencontrer des gens qui ont une personnalité, deux, un parcours, et trois, un propos. Et puis d'essayer de les asticoter un petit peu. Prends peur, Camille, les asticoter un petit peu, de façon à pouvoir en tirer la substantifique moelle, puisque si on les a choisis, c'est parce qu'on sait qu'ils devaient être là. Alors, Camille Escudé-Joffre prend sa place ce soir dans une série qui a commencé avec le directeur de la revue Sciences Humaines, qui se nomme Humanologue. Elle sera suivie par un chocolatologue à un moment donné qui nous parlera du chocolat et qui est un local. Elle sera suivie par des gens extrêmement variés, un Victor Hugo-logue qui nous parlera de Victor Hugo, quelqu'un qui s'intéresse à Proust, quelqu'un qui s'intéresse au trafic de drogue dans la selva colombienne et qui l'a pratiqué, etc., etc. Pour retrouver les 21, c'est impossible puisqu'on vous garde quelques surprises. Il y a la moitié de gens du territoire et la moitié de gens qui viennent d'ailleurs. Et l'idée, c'est justement de pouvoir se croiser. Et dans ces temps de confinement, regardez-nous, nous sommes tous très malheureux, eh bien, de pouvoir garder le sourire et garder l'appétit du savoir, ce qui est la marque de fabrique du NIFPOP. Alors, vous ne vous étonnerez pas, avec un certain nombre d'intervenants, on se tutoie. Tout simplement, on se tutoie parce qu'on les connaît. Ce sont souvent des amis des 21 membres du conseil de l'administration du NIFPOP. Et là, je dois dire, je suis très ému ce soir, très, très ému. Et Camille, c'est pourquoi. Parce que la photo que j'ai juste à côté de moi, c'est la photo d'une petite fille qui avait 5 ans à Moscou et qui habitait le Kutuzovski Prospekt, c'est-à-dire les Champs-Élysées de Moscou, et qui, à 5 ans, allait se baigner avec nous dans la Volga. Et j'ai la photo d'elle dans la Volga, mais on ne la mettra pas sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est très émouvant, parce que voir quelqu'un qu'on a connu très jeune et qui, au fur et à mesure de ses aventures, a fini par réapparaître à Affaires étrangères avec Christine O'Krent, à Arte aux 28 minutes, à France Culture ceci, à France Culture cela, etc., et qui n'a pas 30 ans, vous avouerez que c'est effectivement une petite rencontre remarquable dont nous allons nous délecter, j'en suis sûr. Alors, il y a toujours 3 parties, mais ces parties sont inégales, sont très informelles. Première partie, c'est qui c'est. La deuxième partie, c'est comment est-ce que tu en es arrivé là. Et puis la troisième partie, ça sera qu'est-ce que tu as d'intéressant à nous raconter. Et on a 3 questionneurs qui sont des questionneurs de proximité avant que nous tous, nous puissions nous y coller. Et ces 3 questionneurs, je les présente tout de suite. Il y aura Guy Chaumereuil, président du Grand Bivouac. Il y aura Laurent Graziano, qui est à UNIFPOP le chargé des publics scolaires et qui est membre du conseil d'administration. Et il y aura Jean-Marc Soulier, qui lui aussi est un membre du conseil d'administration du conseil d'administration du NIFPOP et qui s'y collera. Puis après, bah, vous tous, hein, remarques, questions, tout ce que vous voulez. Alors, le propos, il est sacrément intéressant. Pourquoi il est sacrément intéressant? On pourrait le résumer en une toute petite phrase.
guerre froide dans une eau qui chauffe de plus en plus. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que dans le pôle Nord, on est sur effectivement un risque de conflit qui est déjà latent à certains moments. Et puis, ce conflit guerre froide, disent certains, eh bien, il est provoqué notamment par le fait que les eaux chauffent de plus en plus. Et donc, c'est à la fois de l'un comme de l'autre que nous parlerons tout à l'heure pour donc la troisième partie. Première partie, Camille, on ne te présente pas, on n'est pas à Arte, on n'est pas à France Culture. C'est toi qui nous racontes qui es-tu, Camille Escudé. Et on te dit bonsoir. À toi Bonsoir la Eric. parole. Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation. Je suis assez intimidée parce que c'est la première fois que je fais un exercice comme ça, donc c'est la première fois qu'on me demande aussi de me présenter de cette manière. Alors si j'avais à me présenter, je dirais que je pense que je suis là parce que je suis géographe. J'ai fait des études, j'ai commencé par des études de lettres, de sciences humaines assez variées. Et ensuite, je suis venue à la géographie parce qu'il m'a semblé que c'était c'était la matière des gens curieux. Alors, peut-être que ça va. Peut-être que je ne vais pas empiéter sur les plates-bandes d'autres personnes. J'imagine que c'est aussi peut-être le cas Non, mais t'inquiète pas, ils sont tous curieux. Là, tu vas être de gens de embêté beaucoup parce qu'ils ne sont pas d'autres. tous géographes, mais ils sont tous curieux. Donc, Mais pour moi, c'est ce que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'est que la géographie, pour moi, c'était la science. Enfin, quand on fait des études de géographie, on dit que, que la géographie, c'est la science de l'étude des sociétés à la surface de la Terre. Et c'est ce que vraiment je trouve passionnant parce que j'ai l'impression que c'est la matière qui m'a permis de combiner tout ce que j'aimais. C'est-à-dire à la fois observer l'actualité, mais la replacer dans l'histoire, la replacer dans des contextes sociaux, dans des contextes économiques et surtout sur les territoires, parce qu'en fait, quand on fait de la géographie, c'est ça qu'on aime en général, c'est mettre ses bottes et aller sous la pluie, faire du terrain à la rencontre des sociétés, à la rencontre des territoires, et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant et qui est pour moi le fondement de ma recherche. C'est vraiment cette histoire de terrain, de rencontre, d'entretien. alors, nous, on t'a trouvé un titre. Hein. Tu sais que tu es entre l'humanologue et le chocolatologue. Et donc, on t'a nommé politologue avec un accent circonflexe. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça décrit un petit peu ton propos? Oui, oui, parce que en fait mes recherches elles sont à la croisée de la géographie et de la science politique un peu par hasard parce que j'ai fait mes études et ensuite j'ai fait ma thèse à Sciences Po où la géographie, où on n'étudie pas de géographie mais on étudie des relations internationales. Et c'est dans cette branche de la science politique que moi je me place. Après, quand tu parles de politologue, je trouve que c'est un jeu de mots très chouette, mais j'ai pas forcément l'ambition d'être spécialiste des deux pôles parce que pour moi, ce sont vraiment des situations. Enfin, on aura certainement l'occasion d'en parler, mais des situations à la fois politiques, humaines, économiques extrêmement différentes entre ce qui se passe en Arctique et en Antarctique. Et moi, j'en suis venue à m'intéresser plus spécifiquement à l'Arctique. Donc, je regarde de loin ce qui se passe en Antarctique, mais je ne suis pas vraiment bipolaire, quoi. Je suis Alors, plutôt on changera le titre, il arctique. s'appellera pôle nordicologue ou quelque chose comme ça, mais on trouvera, Ça me t'inquiète va bien. pas, c'est tout à fait possible. Fais Alors, confiance à ton imagination. voilà, et par ailleurs, tu n'es pas qu'une politologue, je crois que tu es une jeune femme moderne, une maman, et donc on peut être à la fois chercheuse à Sciences Po, maman, marcheuse dans les Pyrénées, tout ça, c'est bon, c'est compatible? Tout ça, c'est compatible. Ça demande un peu. Là, ça va mieux. Au début, c'est pas facile, mais au bout d'un moment, on finit par trouver son rythme. Et c'est vrai que dans ce malheur de confinement, le fait de pouvoir faire du télétravail, etc., ça rend un peu la vie plus facile. Mais quand il va falloir recommencer à faire des terrains, ça va être un peu sportif. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, comment en es-tu arrivé là? Parce que moi, j'ai laissé donc la petite fille, alors, on t'écoute pas, hein, on va le dire aux autres, je dirais très sérieuse, très attentive, avec un regard perçant et interrogateur. Et effectivement, on sentait derrière cette petite fille qui devait avoir 5 ans, la curiosité qui montrait un jour. Et par contre, on ne savait pas sur quoi ça s'exprimerait. Donc, qu'est-ce qu'on a manqué dans le film? Entre la petite fille de 5 ans à Moscou et la Camille Escudé-Joffre qui désormais est à Paris, à Sciences Po et ailleurs et qui se balade à travers le monde pour pouvoir essayer de comprendre les choses.
Et il me dit, hein, bah, pour moi, c'est la même. Hein. Pour moi, elle n'a pas vraiment changé. Il paraît qu'être sérieux, c'est un truc d'aîné. C'est vrai que moi, je suis une aînée. Donc, je ne sais pas, peut-être que ça vient de là. Je pense que effectivement, on s'est rencontrés à Moscou. Donc, j'ai eu la chance de vivre en Russie 4 ans quand j'étais petite parce que mes parents étaient enseignants au lycée français de Moscou. Et je suis retournée plusieurs fois en Russie depuis et je garde un souvenir à la fois émerveillé pour cette civilisation, pour cette langue, pour cette culture et aussi des souvenirs de froid, de neige. Et en fait, j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré les romans d'aventure, j'ai toujours adoré lire Jack London, lire Jules Verne. Mais après, je pense qu'il y a vraiment une part de hasard aussi dans les choix. Euh, je pense qu'il y a une part de hasard qui fait que quand je suis arrivée en études de géographie, de sciences politiques, on m'a demandé de choisir un sujet de recherche. En fait, c'est venu assez rapidement, cette histoire d'Arctique. Il se trouve que j'ai fait une classe préparatoire où je travaillais beaucoup et j'avais un peu la tête dans le guidon. Et un jour, j'ai lu un article pour mes recherches sur les frontières de l'Arctique. C'était un article écrit par un chercheur canadien qui s'appelle Frédéric Lasserre. Et ça m'a passionnée. Je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est la première fois que je lis un article sur l'Arctique. Ça veut dire que c'est assez peu connu, ça veut dire que peu de gens s'intéressent à cette question. Et j'étais dans ma chambre d'étudiante, je passais ma vie à travailler, c'était pas très, je pensais à toutes les choses exotiques et que je pourrais faire après. Et en fait, j'ai écrit directement à ce chercheur au Canada et je lui ai dit, bonjour, est-ce que je peux venir avec vous Est-ce que vous m'embarquez au Canada? Est-ce que je peux venir faire mes études chez vous, travailler sur l'Arctique? Ça me passionne. Il m'a répondu, il m'a dit oui, si vous voulez, pas de souci. Et en fait, il se trouve qu'après, j'ai passé le concours de Sciences Po, je l'ai eu, donc j'ai pas donné suite à cette histoire de Canada. Mais ça m'est toujours resté dans un coin de ma tête. Ensuite, j'ai commencé à travailler sur l'Arctique quand j'ai dû trouver un terrain de recherche. Et ce qui est amusant, c'est que une fois que j'ai commencé ma thèse, j'ai réécrit à ce professeur et je suis allée faire plusieurs séjours de recherche avec lui. Et maintenant, on travaille ensemble. On va publier un livre ensemble bientôt au Cavalier Bleu, justement, qui s'appelle Géopolitique des pôles. Et donc, c'est amusant parce que ça va faire bientôt 10 ans que je l'ai contacté comme ça. Donc, je pense qu'il y a une partie un peu de hasard. Actuellement, là, en ce moment, je reçois pas mal de mails d'étudiants, d'étudiantes qui me demandent un entretien pour leur recherche. Et j'ai l'impression que l'Arctique, c'est vraiment devenu un sujet, enfin, c'est pour moi un sujet évidemment central quand on s'intéresse un peu à l'actualité ou ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mais c'est devenu un sujet central. Mais peut-être que ça l'était un peu moins quand j'ai commencé à m'y intéresser, en France du moins, bien sûr. C'était un peu moins central en France parce que dans les années 2000-2013, quand j'ai commencé mes recherches. Évidemment, en Russie, en Norvège, c'est quelque chose de très ancien. Et du coup, voilà, je me suis lancée dans ces pistes. Je me suis dit, c'est assez peu étudié, ça a l'air intéressant. Et je me suis pris au jeu. Et ce qui est assez amusant, c'est que, comme je t'ai dit, je suis venue à cette région arctique un peu par tous les fantasmes qu'on a collectivement, de littérature, de cinéma, d'imaginaire. On pense peut-être souvent voilà, aux expéditions à Paul-Émile-Victor, à Charcot, à Franklin. Oui, alors moi, On a une vision assez romantique. j'ai Oui, retrouvé la préface d'un certain livre sur Charcot ouais. qui a été préfacé par ton cher papa. Oui, c'est vrai. Et tu penses que ça a pu jouer un rôle ou est-ce qu'il y a d'autres livres qui éventuellement ont marqué ton imagination ou des raisons qui ont fait que tu t'es intéressé particulièrement au pôle Nord? Alors Charcot, c'est surtout le pôle sud. Je Oui, pense que c'est un ensemble, c'est un faisceau. J'ai l'impression qu'on est un peu construit. On a par plein de petites choses. C'est comme un peu un puzzle en fait. Et à la fin, on voit une cohérence, mais cette cohérence, elle n'était pas forcément là au début. C'est un peu comme ça que je le vois. Euh, donc effectivement, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on a attisé ma curiosité, où mes parents m'ont nourri beaucoup, m'ont donné des livres à lire, où j'ai eu la chance de faire tout ça. Mais ce qui est amusant, c'est que autant j'étais baignée dans ces imaginaires, dans ces fantasmes voilà, de romans d'aventure, autant en fait toutes mes recherches ont constitué, entre autres, à défaire ces fantasmes et à défaire ces mythes et à détricoter tout ça et à, et à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là justement et essayer de comprendre d'où viennent ces mythes et pourquoi en fait pourquoi ils sont porteurs d'imaginaires qui n'ont pas forcément à voir avec la réalité. Donc aujourd'hui, j'essaie justement, quand je suis invitée dans les médias ou là, quand on va en parler ensemble, j'essaie justement de casser un certain nombre d'idées reçues qu'on a collectivement sur les pôles et sur l'Arctique en particulier. alors, Voilà, qui sont justement, avant fausses. de parler des... Excuse-moi, c'est difficile en distanciel parce qu'on est toujours en train d'interrompre quelqu'un et je m'en excuse Je par t'en prie. avance. Justement, parlons des médias et tu es sacrément modeste parce que quand je t'ai demandé au téléphone mais comment on fait à moins de 30 ans pour être déjà passé plusieurs fois à Arte, à France Culture et ailleurs, et puis d'avoir écrit des trucs,
Tu m'as dit, oh, ben, c'est juste parce qu'on n'est pas beaucoup sur le sujet. C'est vraiment ça? Vous n'êtes pas beaucoup ou c'est que également, il y a un intérêt particulier pour le sujet en ce moment, y compris à Sciences Po? Alors, si on parle vraiment du point de vue personnel, je pense que honnêtement, sur les questions de géopolitique, on va dire, en définissant la géopolitique selon notre maître à tous Yves Lacoste comme l'étude des relations de pouvoir sur le territoire, si la géopolitique c'est ça, on est peu en France. Franchement, je pense on est très peu. Euh, j'ai du mal en fait à penser à d'autres chercheurs dans des universités françaises qui travaillent sur les questions de géopolitique de l'Arctique. Oui, il y a des généralistes, hein, des Pascal Boniface, des gens comme ça, mais par contre, toi, donc, tu t'es centré plus particulièrement là-dessus. Oui, oui. Alors, je suis pas du tout à l'aise et je décline vraiment quand on m'invite pour parler de choses que je connais pas. Moi, j'ai pas du tout l'ambition d'être spécialiste de tout. Je suis pas une toutologue. Vraiment, je travaille sur cette question. Donc, c'est vrai que quand on a besoin d'une experte sur ces questions, c'est souvent moi qu'on invite parce que encore une fois, en géopolitique sur l'Arctique en France, franchement, ça se compte sur les doigts d'humain. Donc très honnêtement, je pense que c'est pour ça. Et c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus. Ils se tournent souvent vers Sciences Po parce que c'est une institution qui est plus ou moins qui fait sérieuse. Donc quand on cherche quelqu'un. Et voilà. Et je pense que c'est effectivement un sujet à la mode, un sujet sur lequel il y a plein de choses à dire, surtout qui bouge très vite. Et donc c'est vrai que ce que je disais, là on est en 2020, ce que je disais il y a peut-être 5 ans, ça a encore changé. Donc c'est ça qui est passionnant. Ben, Et c'est super. pour ça qu'on a besoin aussi de gens qui suivent le sujet de près, parce que ça bouge tellement vite qu'il y a tout le temps des nouvelles actualités, tout le temps des nouvelles choses qui se passent. Alors écoute, Donc tout c'est passionnant. doucement, on commence à te connaître un tout petit peu et donc c'est bien parce que ça nous met en appétit pour le propos et on va passer tout lentement à la troisième question et on va laisser les questionneurs faire. Moi, j'ai comme d'habitude 50 000 questions qui traînent dans un bout de papier, dans un coin de tête, mais c'est à eux de faire le boulot. Euh, Guy, à toi l'honneur. Alors, je présente peut-être pour les rares qui ne connaîtraient pas dans le coin, notre ami Guy Chaumereuil. Guy Chaumereuil a été journaliste, il a fait plein de choses, mais il est aussi le président d'un festival qui est un festival important qui se situe à Albertville, mais qui touche toute la France quand toute la France veut s'y intéresser, et qui s'appelle le Grand Bivouac. Guy, la parole est à toi. Oui, bonsoir Camille. Bonsoir. Euh, Justement, confidence pour confidence, c'est vrai qu'après 30 années de journalisme, en fait, et notamment à Radio France, j'ai dû regarder ce matin ce qu'était l'Arctique. Et mais c'est vrai, et en fait, bon, avec la notion Antarctique-Arctique, c'était à peu près clair. En revanche, j'ai presque découvert qu'au fond, quand on parle de l'Arctique, on pense que c'est le pôle Nord, ou l'océan, mais on ne sait pas on ne sait pas que c'est un espace et presque un concept. Et pour commencer, ça serait vraiment bien que vous nous mettez, je ne sais pas si on se tutoie, Ouais, mais Je suis tutoyée. voyez, en voilà, plus, que on va tu te nous, dire tous les secrets. Il a une fille qui s'appelle Camille, hein, donc tu peux y aller. Hein. Aïe, aïe, voilà, aïe. euh, que, que tu nous mettes d'équerre là-dessus. En fait, c'est un concept, l'Arctique, c'est un espace. Oui, absolument. Et du coup, c'est drôle que tu dis ça parce que confidence, j'ai déjeuné une fois avec un député français qui était un candidat à la présidentielle plusieurs fois que je ne nommerai pas. Et il se trouve qu'une des premières questions qu'il m'a posées, c'est il m'a dit, mais sous la glace en Arctique, il y a pas de la terre. Et je lui dis, bah non, sous la glace, si, la banquise, c'est de l'eau de mer gelée. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Donc, je pense que c'est effectivement une très bonne question parce que quand je parlais de fantasmes, de mythes, d'images qu'on a, on pense Arctique ou Antarctique. Je pense que c'est un peu flou dans l'imaginaire collectif. On a souvent l'image voilà, de d'étendues blanches infinies, d'ours polaires, voilà. Et en fait non. L'Arctique, effectivement, c'est au nord de notre globe. Et c'est un océan entouré de continents, pour faire rapide. Donc c'est un océan, le cinquième, le plus petit des océans du monde, qui est entouré de continents. Ces continents, ce sont l'Amérique, puisqu'il y a les États-Unis et le Canada qui sont des États arctiques. Les États-Unis, entre parenthèses, depuis récemment, depuis le milieu du 19e siècle, puisque l'Alaska avant c'était un territoire russe. L'Arctique est également entouré par l'Europe, le Groenland,
le Danemark, pardon, grâce à son territoire autonome du Groenland, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, et puis l'Asie avec la Russie qui va jusqu'au détroit de Bering. Donc là, on reboucle encore avec l'Amérique. Donc l'Arctique, c'est un océan entouré de continents. Ces continents, ils appartiennent à tous les territoires au nord du cercle polaire appartiennent à 8 États que je viens de nommer. Ce qui est vraiment très important en Arctique, ce qui différencie fondamentalement l'Arctique de l'Antarctique, c'est qu'en Arctique, on compte 4 millions de personnes qui habitent toute l'année. 4 millions de personnes, dont environ 10 à 15% de population autochtone, c'est-à-dire qui étaient là avant le processus de colonisation, qu'il s'agisse de la Russie, de l'Europe, de l'Amérique. Donc ça, c'est vraiment la différence fondamentale avec l'Antarctique, qui est un continent entouré d'océans et qui ne comporte pas de population permanente, si ce n'est évidemment des scientifiques et des touristes, de plus en plus de touristes, mais qui était un continent qui n'était pas peuplé, et surtout qui est régi politiquement de manière fondamentalement différente, puisqu'en Antarctique, il y a un traité de l'Antarctique, puis le protocole de Madrid au début des années 1990, qui fait que toutes les revendications de souveraineté sont gelées en Antarctique. Donc la France est un État qu'on appelle possessionné, la France revendique des territoires, la terre à Delhi, dont vous avez peut-être entendu parler, mais voilà, tous les droits de souveraineté sont gelés. Alors qu'en Arctique, c'est très différent. En Arctique, il y a des États souverains. Et c'est très intéressant que tu parles de l'Arctique comme une notion, parce qu'en fait, moi, dans ma thèse, c'est vraiment ce à quoi je me suis intéressée, à la notion de région. Qu'est-ce que c'est qu'une région? Est-ce que l'Arctique, c'est une région? C'est une question très classique en géographie régionale. On arrive très vite à l'idée qu'une région, c'est forcément quelque chose de construit, en fait. C'est quelque chose de construit politiquement, également socialement. Et pour moi, l'Arctique, ce que j'ai montré dans ma thèse, c'est que pour moi, l'Arctique, c'est effectivement avant tout une notion politique. Et se revendiquer de l'Arctique, c'est revendiquer des droits sur le territoire, et au contraire, et par exemple, pour vous donner un exemple, quand je dis pour que ça soit peut-être un peu moins abstrait, se revendiquer l'Arctique, c'est revendiquer des droits sur le territoire. Là, je fais référence à la Chine, qui en 2019 a publié pour la première fois sa stratégie arctique en disant, noir sur blanc, nous sommes un presque État arctique. Et le fait pour la Chine de dire nous sommes un presque État arctique, ce qui nous paraît étonnant, ce qui n'est pas tant en fait qu'on regarde une carte du monde, c'est un moyen de revendiquer des droits à décider ce qui se passe en Arctique. En revanche, les 8 États dont je vous ai parlé se définissent, eux, dans plein de documents politiques comme les seuls États arctiques, ce qui permet en fait d'exclure tout un tas d'autres populations, d'autres acteurs. Donc en fait, pour moi, l'Arctique, c'est essentiellement un prétexte politique, c'est ce que je montre dans ma thèse. C'est un prétexte politique pour inclure ou exclure au fur et à mesure d'autres acteurs. Et au fur et à mesure que les enjeux qu'on va sûrement évoquer, à la fois climatiques, mais de fait économiques, politiques, sociaux, sont de plus en plus prégnants et intéressent de plus en plus de gens sur le globe, cette notion d'Arctique devient de plus en plus politique, de plus en plus brûlante, effectivement. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Si on me le permet, juste une autre question. Mais, non, mais moi, sinon, comme nous tous, on a tous beaucoup de questions, mais pour l'instant, j'en resterai là. Est-ce que en fait, c'est une force et une faiblesse d'être une forme de concept. J'ai cru comprendre qu'en fait, il y avait en plus 2 définitions de l'Arctique et tout le monde n'était pas d'accord, avec notamment, ce qui est assez curieux, une notion de température de l'eau. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a 2 concepts d'Arctique voilà. Alors, en fait, il y en a plein de définitions de l'Arctique. Et c'est assez amusant quand j'ai commencé par mon amour de la géographie pour dire que pour moi, c'était la science qui combinait tout. Mais effectivement, la géographie, c'est aussi une science qui est assez peu visible, par exemple, contrairement à l'histoire dans les médias, parce qu'elle se ramifie. Il y a des climatologues, il y a des géologues, il y a des géomorphologues, il y a des géopolitistes, etc. Et en fait, en Arctique, selon sa matière, il y a autant de définitions que de matière pour l'Arctique. Donc, il y a beaucoup plus que 2 définitions en fait en Arctique. Il y a les écologues qui vont définir l'Arctique comme la région la région de la limite des arbres, si vous voulez. Il y a effectivement ensuite des biologistes qui vont donner une autre définition qui est celle de la température de l'eau, la température de l'air. Bref, ensuite il y a des définitions liées plutôt à la faune, à la flore. Moi, en tant que politiste, en tant que personne à cheval entre la géographie et la politique, et la science politique, je m'en tiens à la définition bête et méchante, qui consiste à dire que sont arctiques tous les territoires, tous les États qui ont des territoires au nord du cercle polaire. Donc pour moi, ma définition, c'est le cercle polaire arctique.
bon, quand on parlait de région construite, quand je vous disais que la région s'est construite, ben là, il n'y a rien de plus construit, de plus bête que ce trait imaginaire qui a été tracé un jour sur un globe, effectivement. Et donc, on peut facilement le remettre en cause. N'empêche que, pour moi, tous ces territoires au nord du cercle polaire sont arctiques. Quand je parle d'Arctique, c'est de ça dont je parle. Mais évidemment, ça a un gros problème, c'est que ça gomme toute la diversité. Encore une fois, la diversité en termes de faune, de flore, de population, de tout ce que vous voulez, au nord de ces régions. Par exemple, l'Arctique américain n'a rien à voir avec l'Arctique européen. La première fois que je me suis rendue dans l'Arctique américain, c'était à Iqaluit. Donc, c'est dans les territoires du nord-est du Canada qu'on appelle le Nunavut. J'ai mis quelques heures avant de me rendre compte de ce qui me choquait vraiment. En fait, ce qui me choquait, c'est la première fois où j'étais dans un endroit où il n'y avait pas d'arbres. Et c'est très, très bizarre, en fait. Et franchement, j'ai mis plusieurs heures à me dire, qu'est-ce qui cloche ici? Et en fait, ce sont des territoires, effectivement, où il n'y a pas d'arbres. Donc là, c'est le vrai, vrai Arctique. Alors que je me suis rendue plusieurs fois à Tromsø. Si vous avez un jour la chance de vous rendre dans l'Arctique européen, qui est beaucoup plus facilement d'accès pour nous. Tromsø, c'est en Norvège, c'est au nord du cercle polaire. En revanche, c'est une ville avec des arbres, avec une université où vous baladez dans les rues. Bon, certes, il y a de la neige, peut-être plus que, quoique vous êtes savoyard pour certains d'entre vous, donc il y a plus de neige que ce à quoi on est habitué. Mais en fait, il y a un Burger King, ça ressemble à une petite ville européenne. Bon, c'est quand même très, très joli. Il y a des montagnes enneigées, il y a l'océan, c'est incroyable. Mais ça ressemble beaucoup plus à des paysages dont on a l'habitude. Donc, en fait, rien qu'avec ces deux exemples, entre Iqaluit, qui est une petite ville de 3000 habitants au Nunavut, et Tromsø, ce sont des différences incroyables, même en termes de population. Donc, encore une fois, quand je parle de l'Arctique, le problème, c'est que je gomme une diversité incroyable, puisque avec la définition que je vous donne, au nord du cercle polaire, c'est 15% de la surface du globe, c'est quand même pas mal. Alors, merci à Camille et merci à Guy d'avoir aidé à poser le cadre, le contexte. Et puis, Guy, tu réinterviens quand tu veux. Après, on va laisser nos amis second et troisième questionneurs agir. Et puis après, on s'y collera tous. Laurent, alors, moi, je dis d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on le garde en réserve dans notre coin de tête, Camille, lorsque je l'ai interrogée, elle m'a dit l'Arctique, c'est pas que de la glace, c'est aussi des hommes. Et donc, elle a une approche très sensible du sujet qu'elle étudie intellectuellement. Et il faudra forcément à un moment donné qu'on creuse un peu cette affaire-là avec elle. À toi, Laurent. Alors, Laurent Graziano, je le disais, est professeur d'histoire et géographie en collège à l'heure actuelle. Et Laurent est quelqu'un d'important pour Unifop, puisque c'est la personne qui nous permet le lien entre l'université populaire et les publics scolaires, collèges, lycées, etc. La parole est à toi, Laurent. Alors, il faut que donc, bonsoir, là, on doit m'entendre. Voilà. Bonsoir, merci. C'est parfait. Ouais. Donc, moi, là, je suis heureux d'entendre Camille Escudé s'exprimer là, parce que c'est vrai que elle fait la démonstration que les géographes nous aident à comprendre le monde. Ça, nous donne une lecture du monde. Et moi, je me suis replongé un petit peu dans l'Arctique et j'ai redécouvert à quel point c'était un espace intéressant. Et je ne l'ai pas retrouvé en fait là où je l'avais laissé, entouré d'exotisme. Donc là, il y a vraiment les mythes tombent un à un. Moi, je me suis plongé dans cet ouvrage et voilà, les mythes tombent vraiment un à un. Comme on a parlé... Laurent, nomme l'ouvrage puisque oui, c'est les régions de l'Arctique. Je passe pas de concours, mais c'est les régions de l'Arctique, les concours, et franchement, il est très très bien. Il se lit. Moi, j'ai lu ça presque comme un roman tellement j'ai trouvé ça intéressant. Mais bon. Puisqu'on parlait tout à l'heure de cette région, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de. Souvent, on présente l'Arctique comme un laboratoire mondial pour une gouvernance inclusive. Et tout à l'heure, tu viens de dire que justement, elle n'était pas si inclusive que ça, qu'il y avait aussi une volonté d'exclure. Mais il y a une question qui se pose, c'est déjà dans quelle mesure cette gouvernance de l'Arctique finit par construire, à partir des régions arctiques, une possible région arctique. Déjà, est-ce que ça, c'est possible? Est-ce qu'on peut le dire? Et puis, je pense que ça va avec, par rapport au Conseil de l'Arctique, justement, qui apparaît vraiment comme une instance internationale finalement efficace, avec une démarche apparemment de coopération pragmatique, avec des échelles qui s'enchevêtrent. Et on voit qu'il n'y a pas de coercition, que ça produit très peu de textes normatifs. Et est-ce qu'on doit conclure que la principale force du Conseil de l'Arctique est son apparente faiblesse?
Merci Laurent pour cette question. Juste pour rebondir, avant de te répondre directement, pour te répondre à la question de l'exotisme, moi c'est un mot que j'adore. Quand j'ai fait des études de géographie, on m'a donné une définition très efficace de l'exotisme. C'est un géographe qui s'appelle Jean-François Stasac qui s'intéresse à ça. Et pour lui, l'exotisme, c'est à la fois ce qui n'est pas là et à la fois ce qui n'est pas moi. Donc il y a à la fois la dimension de distance géographique, mais aussi la dimension d'altérité. Et Jean-François Stasac, quand il parle de l'exotisme, lui, il s'intéresse surtout à la Polynésie. Il dit c'est ce qui n'est pas là, c'est ce qui n'est pas moi, avec toujours un peu cette petite pointe aussi de regard éventuellement un peu colonial sur ces régions. Donc c'est vrai que quand on s'intéresse à l'Arctique, c'est effectivement une notion, l'exotisme, qui est toujours très, très intéressante à utiliser. Alors, oui, en fait, c'est amusant que tu parles de cette histoire de gouvernance. Moi, c'est vraiment ce qui m'a intéressé au cœur de mes recherches, c'était cette institution. J'ai commencé par travailler sur cette institution qui s'appelle le Conseil de l'Arctique, qui en fait n'est pas une institution, c'est un forum qui s'appelle de haut niveau et qui a été créé à la fin de la guerre froide en Arctique. Et c'est effectivement, pour moi, c'est à partir du moment où on a construit des institutions politiques, c'est le moment où on a commencé à parler d'Arctique comme une région unifiée. Ce Conseil d'Arctique, il a été créé en 1996. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été créé à l'initiative des Russes. Ça, c'est quelque chose qui m'amuse aussi beaucoup, parce que quand on parle de l'Arctique, en France, on a toujours l'image des grands méchants russes contre le reste du monde. Et en fait, c'est effectivement Gorbatchev qui, en 1987, prononce dans la ville de Mourmansk, la plus grande ville arctique russe, un discours où il appelle à la paix entre tous les pays de l'Arctique. C'est 8 États dont je vous parlais. Donc, c'est Gorbatchev en 1987, dans un contexte de perestroïka, de glasnost, ça commence quand même un peu à se dégeler. Et lui, il appelle à la paix, il appelle à la coopération dans un certain nombre de domaines, notamment, en fait, dans le domaine scientifique et le domaine environnemental. Parce que justement, c'est en fait le plus petit dénominateur commun. Qu'est-ce que l'URSS va faire avec les États-Unis, avec la Norvège? Qu'est-ce que tous ces États ont en commun et qu'est-ce qui va permettre qu'ils se mettent ensemble autour de la table des négociations? À l'époque, l'environnement, c'est ce qui est considéré comme le moins stratégique, le moins important, où voilà, chaque État va réussir à lâcher un peu de sa souveraineté pour dire, bon, ok, si on parle d'environnement, c'est pas si important, on peut en parler. Évidemment, plus de 30 ans après, c'est quelque chose aujourd'hui de hautement stratégique. Mais à l'époque, Gorbatchev a besoin tout simplement de l'aide, de la coopération technique, de la coopération scientifique des autres pays arctiques pour notamment dépolluer l'océan Arctique du côté russe, qui est un véritable cimetière nucléaire. Il y a des sous-marins nucléaires qui gisent là, c'est catastrophique. Et donc, c'est Gorbatchev en 1987 qui lance cette idée. Il y a des petits embryons de coopération qui sont ensuite vraiment formalisés en 1996 avec ce Conseil de l'Arctique, qui est un forum qui rassemble les 8 États dont je vous ai déjà parlé, et qui a la particularité, et c'est pour ça souvent qu'on parle de laboratoire de gouvernance, d'inclure également des organisations autochtones. À l'époque, c'est quand même très rare, voire inédit. Donc, il y a 6 organisations de peuples autochtones. Les Inuits, les Samis en Europe, l'organisation des petits peuples du Nord, comme on dit en Russie, entre autres organisations. Ce Conseil de l'Arctique, il rassemble également des membres observateurs. La France en fait partie depuis 1998, d'autres États. Et en fait, on peut mesurer l'intérêt global en Arctique en regardant ces membres observateurs, qui est le nombre d'observateurs a effectivement bondi. En 2013, sont arrivés la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, un certain nombre de poids lourds, comme ça. Et aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la population mondiale qui est représentée au sein de l'Arctique. Donc, juste observer cette organisation politique, ça permet aussi d'observer la mondialisation des enjeux et la mondialisation de l'intérêt pour la région arctique. Après, moi, j'aime bien parler de laboratoire, mais en fait, quand j'adopte une démarche un petit peu réflexive, je me dis, bon, est-ce que tous les chercheurs n'ont pas tendance à ultra spécifier leur objet d'étude en disant, mais regardez, c'est incroyable, mon objet d'étude est un laboratoire, mon objet d'étude est incroyable. Je pense que ça, c'est très tentant, mais j'essaye de pas trop tomber là-dedans pour essayer justement de comparer avec d'autres choses qui se font. Si on observe par exemple le GIEC, le groupe international d'experts sur le climat, c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire un travail qui est vraiment fondé sur du travail scientifique. Le Conseil de l'Arctique est avant tout fondé sur des rapports scientifiques faits par des chercheurs arctiques, mais aussi des chercheurs d'autres pays. Le CNRS envoie régulièrement des chercheurs, appuie également sur l'expertise autochtone, ça c'est quand même très intéressant. Il y a évidemment beaucoup de limites à ce travail, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et comme tu l'as bien dit, ce qu'on appelle la soft law. La soft law, en fait, c'est un anglicisme, enfin c'est un terme anglais pour dire le droit mou. Bon, comme en français, ça sonne moins bien, on utilise la soft law, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est du droit qui ne contraint pas. C'est-à-dire, le Conseil de l'Arctique peut mettre en place des recommandations
mais ces recommandations ne sont pas contraignantes. Et si, dans mes travaux, j'en suis venue à la conclusion que, en fait, c'est ce que j'ai appelé, en utilisant les termes d'un sociologue américain, la force des liens faibles, j'en suis venue à dire que la force du Conseil de l'Arctique, c'était cette faiblesse, tout simplement parce que si, dès le début, il avait été question d'une organisation contraignante, encore une fois, tout simplement, les États-Unis et le Canada et la Norvège et la Russie ne se seraient jamais mis autour de la table. En fait, la condition pour que ce forum existe et qu'il ne soit pas contraignant. Après, on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, se dire, c'est nul, ce truc, ça ne sert à rien, c'est un forum, les gens sont là pour discuter. Bon, mais ils mettent en place, il y a des recommandations, il y a du travail scientifique assez énorme qui est produit, qui est repris notamment par les experts du GIEC dont je vous parlais, qui aboutit ensuite à du droit contraignant. Je pense par exemple au Code polaire. Le Code polaire, c'est un code qui a été mis en place par l'Organisation maritime internationale, donc un organe de l'ONU, qui régit la navigation dans les eaux polaires. Donc le Conseil de l'Arctique participe à sa petite échelle après des régulations vraiment en termes de droit contraignant, mais effectivement, c'est un droit qui reste mou. Après, si on est optimiste, on peut dire c'est déjà mieux que rien. Si le Conseil de l'Arctique n'existait pas, tous ces États ne seraient jamais mis ensemble. Ce qu'on observe, mine de rien, c'est depuis que Gorbatchev a fait son discours en 1987, jamais l'Arctique n'a été le théâtre de conflit. Ce qu'on observe, c'est qu'en plein milieu de la crise ukrainienne, de la crise de Crimée, tout a continué à se passer normalement. Les chefs d'État ont continué à se rassembler. Parce que ce vrai travail, c'est un travail scientifique. Après, voilà, on peut être plus critique, on peut se demander, mais dans quelle mesure Poutine écoute ce qu'il est dit en termes de protection de l'environnement au Conseil de l'Arctique. On peut se dire, on peut remarquer que sous la présidence Trump, c'est la première fois qu'il y a eu l'échec d'une réunion du Conseil de l'Arctique en 2019, parce que l'administration Trump n'a pas aimé qu'il soit question de changement climatique dans la charte qui a été signée, donc ils ont fait capoter la réunion. Bref, donc on peut observer que ça ne marche pas toujours, mais ce en quoi je suis souvent amenée à contredire, d'après moi, une idée couramment reçue, c'est celle que l'Arctique serait vraiment une zone de guerre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des espaces dans le monde qui sont plus conflictuels, ou qui sont en tout cas plus sujets à conflit, où les enjeux sont davantage brûlants qu'en Arctique. Laurent, tu souhaites continuer ou on passe la... Ouais, j'en aurais bien une autre sur les peuples autochtones. Vas-y. Puisqu'on parle justement, on parlait d'inclusion tout à l'heure, et ces peuples autochtones vivent globalement dans des démocraties, même si pour la Russie, on accole parfois l'adjectif illibéral. On sait que la démocratie obéit à la règle de la majorité, qu'elle doit composer avec des minorités. Et ces peuples autochtones, justement, sont minoritaires à l'échelle nationale dans les États dans lesquels ils vivent, parfois même minoritaires dans leur territoire traditionnel. Ils sont présents au Conseil de l'Arctique, mais visiblement, ils ne possèdent pas au sein du forum d'un droit de vote, a priori. Et donc, à l'heure où la mondialisation, justement, s'accélère dans l'Arctique, comment ces peuples autochtones composent avec les différentes échelles, justement, ou parfois peut-être les traversent, je ne sais pas, mais comment ils composent avec ces échelles pour porter une voix forte, avoir une représentation politique et puis finalement défendre leurs intérêts ou peser sur les décisions qui les concernent. Alors, c'est une très bonne question. C'est pas facile non plus de répondre parce que de la même manière, je voudrais pas inclure, dans population autochtone, on parle de environ 500 000 personnes très très différentes encore une fois. C'est-à-dire des populations autochtones. Il y a des gens en Norvège notamment qui sont complètement assimilés, acculturés, qui ont une vie comme vous et moi, qui rentrent chez eux, qui mettent leurs pantoufles, qui regardent la télé, qui vont à leur travail de bureau le lendemain. Et puis il y a des personnes qui vont garder un mode de vie extrêmement traditionnel. En Russie, notamment en Sibérie, ou encore dans l'Arctique américain. Donc, ce sont des situations très diverses. Je dirais que si on doit trouver un point commun, ce sont quand même des populations qui, globalement, ont souffert d'une colonisation ont souffert de la colonisation. On peut avoir l'impression que c'est un phénomène passé, mais en fait, c'est quelque chose de très récent. Si on prend l'exemple canadien, au Canada, le dernier pensionnat autochtone a fermé en 1996, donc c'est quand même il y a très peu de temps. Les pensionnats autochtones, c'était des pensionnats dans les villes du sud du Canada, c'est-à-dire Montréal, Ottawa, etc., où on emmenait de force les enfants des communautés nordiques, des communautés arctiques, on les emmenait de force pour les acculturer justement avant de les renvoyer chez eux, et c'est notamment cette histoire de pensionnats autochtones, mais aussi des déplacements forcés, des sédentarisations forcées, justement des déplacements forcés encore plus au nord pour marquer le territoire quand on parle de région. Ça, ce sont des choses qui ont été faites au Canada et qui sont extrêmement, encore dans l'histoire très récente,
très vives et qui ont produit des dégâts absolument terribles. Donc, si on a un point commun à trouver à toutes ces populations, c'est donc un processus de colonisation qui a fragilisé énormément ces populations, qui aujourd'hui souffrent de niveaux socio-économiques beaucoup plus faibles que l'ensemble de la population, il y a des graves problèmes de violence, d'alcoolisme, de suicide, de violence sexuelle, bon, bref, toutes les choses les plus terribles que vous pouvez imaginer. Donc ça serait le point commun. Le deuxième point commun, c'est aussi l'entrée plus ou moins brusque dans la mondialisation. Comme je viens de dire, des populations qui sont acculturées, d'autres pas trop. Et ça, c'est leur point commun. Alors après, comment font-elles pour s'organiser, pour faire entendre leur voix? C'est également une très bonne question. Je vais prendre peut-être quelques exemples parce qu'il est un peu difficile de généraliser. J'aurais tendance à dire que ça dépend. En Norvège, alors la Norvège, on pourrait dire que c'est peut-être l'un des États les plus démocratiques de tous ceux dont il est question. C'est en Norvège que ça s'est fait le plus tôt, en fait, au sein d'une organisation qui s'appelle le Parlement Sami. Les populations Sam ou Sami, elles sont à cheval entre Norvège, Suède, Finlande et un peu de Russie. C'est ce qu'on appelle aussi les Lapons, ce qu'on appelait avant les Lapons et la région de la Laponie. Aujourd'hui, on utilise le terme autochtone qui est Sami, parce que Lapon, exactement comme Esquimau, ça a la même connotation péjorative. Et voilà, les Lapons, je crois que ça veut dire les porteurs de haillons. Bref, donc aujourd'hui, on préfère utiliser le terme Sami, mais on parle des mêmes personnes. Les populations Sami, elles se sont organisées dès les années 70-80. Et je pense que c'est un tournant, les années 70-80 dans tous ces pays arctiques. Sur la scène internationale, il y a quand même un intérêt global pour les questions environnementales, premier point commun. Deuxième élément de contexte international, les années 70-80, c'est aussi un moment où il y a de plus en plus de processus de dévolution de pouvoir, c'est-à-dire on commence un peu à s'intéresser justement à ces populations qui ne sont pas incluses, comme tu l'as bien dit, dans la majorité. Et donc les populations Sami sont les premières à s'organiser. Alors c'est intéressant parce qu'elles s'organisent autour d'un conflit environnemental qui est le barrage de Alta. Alta, c'est un endroit en Norvège, dans l'Arctique norvégien, où le gouvernement norvégien a le projet de construire un immense barrage hydroélectrique. Alors, petite parenthèse, la Norvège, vous savez, on a souvent l'usage de dire que c'est un des pays les plus écolos du monde, etc., parce qu'effectivement, 98% de l'électricité consommée en Norvège provient de l'hydroélectricité. Donc, effectivement, c'est super vert. En revanche, vous savez peut-être que la Norvège, c'est aussi un des plus gros États pétroliers, notamment en Arctique, ils forent énormément. Mais bon, ils exportent, donc ça leur permet de garder les mains propres. Fin de la parenthèse. Ce barrage d'Alta, c'est un projet gouvernemental. Le problème, c'est que ce barrage d'Alta, s'il est construit dans les années 80, il va inonder des territoires entiers qui appartiennent qui sont occupés, en tout cas, par des populations Sami. Les Sami sont majoritairement éleveurs de rennes. Or, le territoire, en géographie, on dit souvent que c'est l'espace approprié. C'est ça la définition du territoire. Et ce territoire, il peut être approprié politiquement, socialement, culturellement, mais aussi pour notamment les populations autochtones, il peut être approprié spirituellement. C'est une dimension qu'on a parfois du mal à comprendre dans nos civilisations occidentales. Et en fait, on ne peut pas simplement dire à des amis, écoutez, on va inonder vos terres et vous allez vous mettre un peu plus loin, on va vous donner tout ce qu'il faut. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment et ça engendre du coup un vrai conflit où les Samis vont à Oslo manifester devant le Parlement, et c'est un conflit qui prend vraiment beaucoup d'ampleur. Et ce conflit environnemental d'Alta, c'est vraiment un point de départ de la mobilisation Sami. Pour la fin de l'histoire, le barrage est quand même construit, mais c'est vraiment le début de la cristallisation. En fait, c'est ce qui a permis, malheureusement ou heureusement, à toutes ces populations de s'organiser, et à partir de là, et créer un premier parlement Sami. Et effectivement, comme tu l'as bien dit, au sein de la population norvégienne, on crée un parlement, et ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement les personnes ethniquement Sami qui vont avoir le droit de voter, d'être représentées. Quand on parle de représentation politique, souvent il y a deux manières de se représenter. La représentation territoriale, en France c'est comme ça, quand vous votez pour vos députés, c'est en fonction de là où vous habitez. En France on a l'habitude de ça. Mais il y a aussi la représentation ethnique, ça existe dans d'autres pays. Ou au Liban, par exemple, c'est pour des critères religieux. Bon, bref. En Norvège, ce sont donc des critères ethniques. Vous pouvez voter si vous êtes Sami ou si vous avez des ascendants Sami. Et ça, c'est la première manière de faire entendre sa voix. Il va se passer d'autres phénomènes. Si je prends l'exemple du Canada, ce sont là des territoires entiers qui vont être créés, le Nunavut. Le Nunavut, par exemple, ou les territoires du Nord-Ouest, qui vont être des territoires créés cette fois-ci sur le mode territorial. Donc, on va faire des grands rectangles comme ça, qui appartiennent aux populations autochtones, et on va donner un certain nombre de pouvoirs, sachant que c'est un peu différent au Canada, parce que c'est un État fédéral, donc c'est encore une autre situation. Bref, donc tout ça pour vous dire que dans les années 80, ce pouvoir s'organise.
Après, comment on fait pour faire porter ce pouvoir sur la scène internationale? Ça, c'est quelque chose intéressant que j'étudie au sein du Conseil arctique, c'est ces effets de levier. C'est-à-dire que souvent, les populations autochtones, donc on peut dire au niveau local, elles vont se servir d'instances régionales comme le Conseil arctique pour avoir accès à des personnalités internationales. Le Conseil arctique, même si, comme tu l'as bien dit, les représentants autochtones n'ont pas le droit de vote, ça n'empêche que ils font les postes cafés avec le représentant français, le représentant chinois. Ça n'empêche qu'ils vont rencontrer des personnes qui travaillent à l'ONU. Et en fait, c'est un effet de levier pour, à leur échelle, sauter une échelle et parvenir à des instances internationales. Ce qui fait en fait qu'elles ont un poids assez élevé. Ça, c'est ce premier effet de levier que je trouve intéressant. Le deuxième effet géographique intéressant, c'est aussi que parfois les États arctiques se servent de ces populations autochtones. En fait, il y a une instrumentalisation réciproque, comme voilà, les populations autochtones peuvent se servir de leur statut pour faire entendre leurs droits sur la scène internationale, mais les États aussi souvent instrumentalisent ces populations et peuvent faire semblant, c'est pas moi qui décide si elles font semblant ou pas, mais peuvent en tout cas parfois flatter un peu dans le bon sens ces populations autochtones pour en fait garder ces territoires. Là, je pense au Danemark. Donc, le Danemark, c'est un pays arctique grâce à son territoire du Groenland. Au Groenland, là, les autochtones sont majoritaires si on compte la population du Groenland. Sur 50 000 habitants, c'est 98% à peu près de la population qui est inuite. Et le Danemark est un État, bon, certes une démocratie, mais qui a également colonisé ce territoire de Groenland qui a de plus en plus d'autonomie. Mais là, pour le Danemark, flatter les autochtones un peu dans ses stratégies arctiques, les mettre sur le devant de la scène, pour Copenhague s'offusquer dès que Donald Trump propose d'acheter le Groenland, c'est un très bon moyen de garder un bon contact et de garder ce territoire un peu sous sa coupe, puisque, encore une fois, c'est un territoire éminemment stratégique pour le Danemark. Il y a plein d'autres exemples comme ça du Canada, qui rentre en conflit avec l'Union européenne au nom des populations autochtones, parce que l'Union européenne interdit l'importation des produits à base de phoques. Voilà, quand on est en France, on connaît bien Brigitte Bardot, Greenpeace ou ce genre d'associations qui défendent la cause animale, mais parfois un peu au mépris de la connaissance des cultures locales. Quand on est inuit, quand je vous ai dit, on arrive au Nunavut, il n'y a pas un arbre, comment on fait pour construire une maison quand il n'y avait pas encore d'avion pour apporter des parpaings, ou de bateau pour apporter des parpaings? On construit sa maison avec des peaux de phoque, on se chauffe avec de la graisse de phoque, on s'habille avec des peaux de phoque, bon bref. Le phoque, c'est au fondement de toute la culture. Donc, si vous voulez, quand il y a Brigitte Bardot, Greenpeace qui viennent vous expliquer que tuer les bébés phoques, c'est quand même pas très sympa. Les populations inuites, là, c'est un conflit qui existe encore entre Greenpeace et les populations inuites. Les populations inuites critiquent Greenpeace de ce qu'ils appellent l'éco-colonialisme, c'est-à-dire vous revenez nous expliquer la vie, mais cette fois-ci au nom d'idéaux écologistes qui sont pas vraiment respectueux des cultures du terrain, tout simplement. Et là, ça conduit le Canada à un conflit avec l'Union européenne en disant à l'Union européenne, vous êtes vraiment, vous connaissez rien, vous interdisez l'importation des produits à base de phoque en disant que c'est quelque chose de mal, mais alors qu'en fait, en ce faisant, vous détruisez l'économie de nos populations. Bon, bref. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un certain nombre de jeux d'échelle qui sont vraiment intéressants à observer, et c'est un des moyens aujourd'hui, cette pression, ce lobbying des populations autochtones auprès de l'Union européenne, auprès de l'ONU, auprès d'autres États, pour se faire entendre sur la scène internationale, alors même, comme tu l'as dit, qu'ils ont parfois peu de poids au sein des démocraties, sans parler de la Russie, qui est encore un autre cas. Je propose de passer à Merci. Je propose de passer à notre troisième questionnaire. Alors là, méfie-toi parce que c'est le linguiste de la bande. Donc, il est capable de t'interroger en tchoutchk ou en sami, enfin presque. Non, pas sami. Non, mais en russe, ça serait possible. Donc, Jean-Marc, qui est également membre du conseil d'administration de l'Université populaire, la parole est à toi. Oui, bonsoir. Déjà, Laurent m'a piqué une de mes deux questions, c'est celle des peuples autochtones du Nord. Mais c'est très bien, j'ai été abondamment renseigné, comme tout le monde, et merci pour ça. L'autre question qui me titillait un petit peu, c'était de savoir quelles étaient les revendications, au-delà des discours scientifiques ou pseudo-scientifiques dans le cadre du Conseil de l'Arctique. Il y a aussi des buts moins avoués et moins avouables d'appropriation des territoires, d'extension des eaux territoriales, de droit de passage. Donc c'est plutôt la question des gros sous et les rivalités entre les occupants, les riverains déjà de l'océan Arctique et les autres peuples suffisamment puissants pour avoir des revendications comme la Chine. Quelles sont-elles en fait ces revendications? Jusqu'où sont-elles acceptables et comment est-ce qu'elles sont fondées?
Merci beaucoup pour cette question. En fait, ça, c'est quelque chose aussi qu'on a parfois tendance à oublier, c'est qu'en Arctique, tout est encadré par le droit international. C'est-à-dire, comme tu l'as bien dit, en Arctique, il y a 5 États riverains, donc le Canada, les États-Unis, le Danemark, grâce au Groenland, encore une fois, la Norvège, la Russie. Donc ça, ce sont les États riverains, c'est-à-dire qui ont accès directement à l'océan. Et tout, globalement, est encadré par le droit de la mer, c'est-à-dire la Convention de Montego Bay en 1982, qui découpe partout sur le globe les océans et qui donne droit à ces mers. Alors, il faut savoir que tous les États riverains d'un océan, d'une mer, ont des droits spéciaux dans les mers, dans ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, c'est-à-dire à 200 000 marins du trait de côte. En revanche, au-delà de ces 200 000 marins, si on regarde une carte de l'océan Arctique, il y a un petit trou, il y a ce qu'on appelle de la haute mer, c'est-à-dire la mer qui n'appartient à personne, ou plutôt qui est gérée par, encore une fois, un organisme spécial de l'ONU. Je pense qu'une des premières choses vraiment importantes à garder en tête, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus de conflits pour ces zones économiques exclusives qui parfois se chevauchent. Il y a un seul conflit qui reste, c'est l'île de Hans, H-A-N-S. C'est un petit caillou de vraiment minuscule entre le Canada et le Danemark. Et aujourd'hui, c'est le statu quo qui demeure parce que le Canada et le Danemark estiment que ça ne vaut pas le coup de se déclarer une guerre pour si peu. Mais là, tous les conflits, sinon, ont été réglés. Même en mer de Barents, c'est-à-dire entre la Norvège et la Russie, ça a été réglé. Il y a même des accords de pêche bilatéraux. Globalement, tous les conflits pour les zones économiques exclusives ont été réglés dans le cadre du droit de la mer. Il y a effectivement un autre enjeu, c'est celui de l'extension de ces zones économiques exclusives. Je vous ai dit, si vous regardez en projection polaire, donc il y a les États arctiques qui chacun ont le droit d'avancer jusqu'à 200 000 marins, ça c'est bien réglé. Et ensuite, par contre, vous avez le droit d'avancer au-delà de ces 200 000 marins à 350 000 marins de votre trait de côte, si vous justifiez par des études géologiques que le plateau continental qui s'étend, qui est la prolongation en fait de la Terre, s'étend au-delà. Donc là, effectivement, il y a des revendications qui sont faites par tous les États riverains, tous les 5, sauf les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention de Montego Bay, donc ils n'ont pas le droit de faire de revendications. C'est aussi simple que ça. Donc effectivement, ça c'est un enjeu. Mais je tiens vraiment à souligner qu'il s'agit avant tout, d'après moi, un enjeu de symbole, de souveraineté. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, 98% des ressources dans l'océan Arctique sont au sein des zones économiques exclusives. Donc quand il s'agit d'étendre ces plateaux continentaux, d'étendre les zones économiques exclusives, c'est vraiment des questions de symbole en fait, parce qu'encore une fois, l'immense majorité des ressources, 98%, sont au sein de ce qui a déjà été délimité. En revanche, c'est un fort enjeu symbolique. En août 2007, il s'est passé un événement assez remarqué dans les médias français ou occidentaux. C'est une expédition russe qui allait planter un drapeau en titane, plus de 4000 mètres sous la surface de la banquise, sous la surface de l'eau, au niveau du pôle Nord. Et c'est une expédition dont on avait beaucoup parlé et qui avait commencé à engendrer en France, en Europe, aux États-Unis, des discours de guerre à l'Arctique, etc. Bon, c'est vrai que c'était avant tout quand même une prouesse scientifique. Pour l'instant, personne n'a réussi à faire ça, à part les Russes. Mais bon, évidemment, en Russie, souvent, ou voilà, peut-être comme partout, mais en Russie plus qu'ailleurs, les enjeux scientifiques et les enjeux politiques sont très intimement liés. Et il se trouve que l'explorateur qui avait fait cette prouesse scientifique était un proche, et d'ailleurs un député russe, mais un proche de Vladimir Poutine. Donc, effectivement, c'est un fort enjeu symbolique. Mais encore une fois, la revendication de ces zones économiques exclusives étendues, aujourd'hui, elle se fait dans le cadre du droit de la mer. Il faut déposer un gros dossier à la Convention des plateaux continentaux, et tous les États, encore une fois, l'ont fait, sauf les États-Unis. Et il y a même eu plutôt de la coopération, c'est-à-dire que, par exemple, les Danois et les Canadiens travaillent ensemble, font des expéditions ensemble, évidemment ça coûte une fortune, pour rechercher ces preuves géologiques et avancer ces plateaux continentaux. Voilà. Encore une fois, je souligne que la Russie le fait, mais tous les États, le dernier État à avoir déposé son dossier, c'était en 2019, c'est encore une fois le Canada. Par contre, en revanche, s'il y a un endroit où ça coince un peu plus, si on veut parler de questions éventuellement conflictuelles, c'est le statut des routes. Voilà. Les statuts des routes, c'est-à-dire la route du Nord, la route maritime du Nord, ou passage du Nord-Est, c'est-à-dire qui contourne l'Europe du Nord et la Russie pour aller jusqu'en Asie, si on se place dans une perspective française, et le passage du Nord-Ouest qui, lui, passe dans les archipels canadiens. Magnifique. Je n'ai même pas pensé... Je pense que j'ai peut-être un... Attendez, je crois que j'ai un... Tu vois, ça, c'est la carte de l'Atlas historique mondial qui a été
fait par Christian Grattalou. Ah oui, magnifique. Extrêmement bien le problème. Donc, mais on le Magnifique. mettra Alors, en attends. ligne après, t'inquiète pas, c'est bon. Ouais, je regardais si je peux partager mon écran parce que là, j'en ai juste. Ah non, je peux pas. Ils risquent de perdre en débit, donc ils vont peut-être mieux pas, je pense. D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. J'avais une carte, peu importe. Bref, passage du Nord-Ouest, c'est facile, c'est dans les eaux américaines. Passage du Nord-Est dans les eaux européennes. Bon, ça, c'est effectivement une question. Encore une fois, là, il s'agit du droit international de la mer, mais là, c'est une difficulté d'interprétation. Pour prendre l'exemple russe, les Russes estiment qu'il s'agit d'eau intérieure. Et dans les eaux intérieures, seulement vos bâtiments ont le droit de passer. Les Canadiens estiment la même chose, estiment qu'il s'agit d'eau intérieure. Les autres États, les États-Unis, l'Union européenne, tous les autres États estiment qu'il s'agit de détroit international. Et un détroit international, c'est comme Suez, c'est comme Malacca, c'est comme ce que vous voulez. Tous les navires ont le droit de passer. Donc là, il s'agit effectivement d'une difficulté d'interprétation qui donne lieu à des tensions autour de ce statut juridique. Est-ce que ce sont des eaux internationales? Est-ce qu'on peut librement passer? C'est ce que pensent les États-Unis pour le passage du Nord-Ouest. Ils ne se privent pas d'ailleurs souvent par provocation de faire passer des navires. Ou est-ce qu'il s'agit d'eau intérieure? C'est-à-dire que seulement l'État qui posséderait ces eaux a le droit du coup de taxer les navires qui passent, a le droit d'interdire le passage, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une vraie question. En fait, pour le passage du Nord-Ouest, la question est gelée, de fait, sans mauvais jeu de mots, parce que les passages sont extrêmement, extrêmement rares. Pendant tout le XXe siècle, on compte seulement 10 transits globaux, transits tout le long de la route. Donc la situation est très différente. D'accord, comme je l'ai dit, c'est vraiment gelé de chez gelé. Vous vous rappelez peut-être qu'entre, par exemple, Bordeaux et Montréal, c'est à peu près la même latitude. Bon, pour le climat, c'est vraiment très différent. Donc le climat européen est beaucoup plus clément grâce au Gulf Stream qui est un courant chaud. Et donc aujourd'hui, à Mourmansk, le port dont je vous parlais aujourd'hui en Arctique, Mourmansk, c'est une ville de 300 000 habitants. Eh bien, c'est un port qui est libre de glace toute l'année. Donc la situation est évidemment très intéressante. Et quand on parle de passage de mer Arctique, on parle surtout de la route entre Europe et Asie. Et là, encore une fois, la Russie estime que ça fait partie de ses eaux intérieures. Et là, il peut y avoir des tensions, mais aujourd'hui qui sont de fait gelées. Encore une fois, aujourd'hui, c'est le statu quo qui prédomine. Et la Russie, aujourd'hui, c'est vraiment les champions de brise-glace. Ils en ont environ une 50aine, c'est-à-dire autant que tous les autres États du monde réunis. Donc, de fait, le statu quo prédomine et c'est les Russes qui décident. Je te propose de prendre le temps. Oui, Jean-Marc, tu as une question supplémentaire? Vas-y. Je disais pour la Chine, peut-être? En fait, le passage arctique, ça nous met un petit peu dans la même situation. Ça pose des problèmes un peu comme Panama, Suez et compagnie. On est sur des enjeux à la fois de gros sous, de droit de passage et de partage des voies optimales pour la navigation mondiale. Absolument. Absolument. Oui. La différence étant qu'il y a très très peu d'infrastructures. Il y en avait quelques-unes pendant la guerre froide. La Russie a connu une telle crise économique et sociale à la chute de l'URSS que la plupart de ces bases ont été désaffectées en termes d'infrastructures, de climat, de conditions de navigation. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore trop peu sûr pour les armateurs. Et globalement, en tout cas, à court terme, à moyen terme, il n'est pas question pour ces routes-là de concurrencer les grandes routes dont vous parlez, Suez ou Panama. Et on te propose de te reposer 2 secondes la voix parce qu'on va leur faire un quiz. J'ai appris ça dans 28 minutes où tu étais avec Frédéric Ancel et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant en termes géopolitiques cette fois-ci, c'est de voir que notre sujet concerne certes les pays riverains, Camille en a parlé, mais également le monde entier. Et allez, le quiz, c'est quel est un des pays qui n'est absolument pas sur la zone et qui va être terriblement impacté si effectivement on a des routes qui se créent par l'Arctique. Vous avez 12 secondes. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Marc? Quel pays est vraiment impacté par ça? Oui, quel autre pays qui se trouve absolument pas dans la zone? Annie? On ne répond pas parce que tu nous avais donné la réponse confidentiellement. Ah oui, oui, toi, c'est des bons joueurs. Qui c'est? Bon. Pascal dit le Bangladesh. Pascal dit le Bangladesh. Pascal dit le Bangladesh. Annie, tu dis quoi? Mais si tu veux dire quelque chose, il faut que tu mettes ton micro. Le micro. La Chine. Ah! Il n'y a que des bonnes réponses, hein. On va lui demander toutes les réponses, mais moi, ce n'est pas celle que j'attendais. Alors, je suis comme les profs, je veux la réponse que j'attendais. Hein. Il y a un autre grand pays qui est très proche là, c'est l'Inde.
Ah, bon, à toi Camille, tu te souviens ce Oui, pays dont... oui. Allez, à toi. Oui, bah, justement, c'est Frédéric Ancel parlait de l'Égypte, parce qu'effectivement, une grande part Oui. des subsides égyptiens, voilà, proviennent enfin, une grande part, non pas tant, mais bref, une part, enfin, en tout cas, ça concerne directement le canal de Suez. Et effectivement, il y a ces possibilités, mais moi, je suis plus nuancée que lui, honnêtement. Aujourd'hui, le chercheur dont je vous parlais au tout début, que je suis allée rencontrer, qui s'appelle Frédéric Lasserre, qui est le spécialiste des passages et des mers arctiques. Lui a fait une enquête extensive avec tous les armateurs, enfin pas tous les armateurs, mais une très grande partie des armateurs. Il a envoyé des petits questionnaires, des centaines de questionnaires. Il a fait une enquête quantitative. Et en fait, les armateurs sont plutôt frileux aujourd'hui. Parce que dans un contexte de mondialisation, ils marchent vraiment à flux tendu. Et en fait, on sait bien quand on fait de la géographie, que la géographie, c'est pas que la distance géométrique, c'est aussi la distance coût. Et en distance coût, ça coûte trop cher, c'est trop imprévisible. Même s'il y a de moins en moins de glace en Arctique, les routes sont imprévisibles. On ne sait pas si on va arriver avec un jour de retard, un jour d'avance, et ça coûte beaucoup trop cher dans un contexte de mondialisation. Sans compter, encore une fois, il y a trop peu d'infrastructures. Il faut du personnel formé, il faut payer des équipements de brise-glace. Aujourd'hui, ça coûte encore trop cher. Mais je suis intéressée par les autres réponses qui n'étaient pas fausses. Le Bangladesh, on parle beaucoup du Bangladesh quand il s'agit de migration climatique. Alors, sachez que quand la banquise arctique fond, ça ne fait pas du tout monter les eaux, puisque la banquise, c'est de l'eau de mer gelée. En revanche, quand les calottes glaciaires fondent, c'est ça qui provoque la montée des eaux. Les deux principales calottes glaciaires, exactement, qu'on appelle les Inland Seas, c'est le Groenland et l'Antarctique. Si le Groenland en entier fondait, c'est le niveau des mers, enfin le niveau des mers sur notre planète augmenterait de 7 mètres. Voilà, je crois que pour l'Antarctique, c'est genre 53 mètres. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Sans arriver à 7 mètres, c'est déjà catastrophique si on arrive à 1 mètre quand on sait qu'une grande majorité de la population mondiale habite à moins de quelques kilomètres, voire moins de 100 kilomètres des côtes. Le Bangladesh, c'est effectivement, pour des raisons climatiques, ça va être un pays malheureusement extrêmement affecté par ce qui se passe en Arctique. Et l'autre réponse, c'était la Chine. Alors la Chine, effectivement, est extrêmement intéressée par ce passage du Nord-Est. Et d'ailleurs, je n'ai pas répondu entièrement à la question de Jean-Marc, je crois, qui parlait de la question de la Chine. Alors la Chine, politiquement, ne peut pas grand-chose, mais en revanche, économiquement, est extrêmement présente. C'est aujourd'hui, quand on parle des géants arctiques, c'est à côté de la Russie, c'est effectivement des géants arctiques. Si politiquement, elle ne revendique pas vraiment de territoire, en revanche, elle investit énormément au Groenland, en Islande, en Sibérie, surtout dans les infrastructures, dans les projets gaziers, dans les projets miniers, de manière bilatérale, c'est-à-dire avec chaque État. Elle a plus ou moins sauvé l'Islande de la crise de 2008. Enfin, la Chine est vraiment omniprésente en Arctique, donc ça c'est quelque chose de très important. Et l'Inde aussi est un pays de plus en plus intéressé par ce qui se passe en Arctique, notamment parce que l'Inde produit aussi, a des grands chantiers navals et a le projet de construire des brise-glaces et d'alimenter aujourd'hui ce marché de brise-glace qui tendrait à se développer. Donc, voilà, il n'y avait que des bonnes réponses. Merci Camille. Je garde un certain nombre de questions pour la fin s'il y a du temps. Mais je crois qu'il est vraiment le moment de donner la parole à tout le monde. Donc la règle est assez simple. Vous prenez la parole. Si vous n'êtes pas deux en même temps, vous la gardez. Et sinon, on vous demande d'attendre un tout petit peu avant que les autres aient posé la question. Qui s'y colle? Ça peut être une question, ça peut être à toi, Philippe. Philippe est géologue. Je ne sais pas si ça si ça parle de géologie. À toi, Philippe. Très impressionné. Voilà, bonsoir Camille, merci beaucoup pour toutes les explications. Donc, il y a beaucoup de sujets qui ont déjà été abordés, mais en tant que géologue, je ne peux pas laisser passer l'occasion d'évoquer quand même les ressources naturelles du sous-sol et du fond de l'océan dans cette zone qui est particulièrement riche. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que dans la région de l'Arctique, on a des réserves de gaz en particulier qui représentent 20 à 30% des réserves mondiales. Et donc, c'est une zone quand même où il n'y a pas de conflit armé, c'est vrai, mais c'est une zone de concurrence, voire de guerre économique assez importante. Et je rappelle aussi qu'il y a beaucoup de terres rares dans les zones continentales. Il y en a certainement dans le fond de l'océan Arctique aussi.
Et c'est quelque chose également d'assez important. Alors, après avoir rappelé ces éléments fondamentaux, c'est plutôt sous l'angle politique que je voudrais poser une question. Nous avons, donc nous sommes dans un pays où la diplomatie est particulièrement importante et active. Vous le savez particulièrement bien, hein. Et on a créé donc en 2000, je crois que c'était, enfin il y a en 2009, oui, un ambassadeur en charge des pôles. Hein, et cet ambassadeur, c'était Michel Rocard, qu'on a bien entendu. Il a été suivi par Ségolène Royal en 2017. Bon, je passe vite sur elle. Et il est actuellement, ce poste est entre les mains du frère de Patrick Poivre d'Arvor, Olivier Poivre d'Arvor. Alors, sa mission a été modifiée hein, par rapport à celle de Michel Rocard. Ce que je voudrais justement que vous nous évoquiez, Camille, c'est à la fois, avant sa mort, Michel Rocard a défini une feuille de route pour l'Arctique et peut-être nous rappeler les principales orientations hein, de cette feuille de route. Et actuellement, donc, Olivier Poivre d'Arvor a la charge des enjeux maritimes. Ce qui n'est pas rien puisque ça peut recouvrir beaucoup de choses. Et donc, nous expliquer pourquoi on l'a donc chargé plus spécialement des enjeux maritimes. Merci beaucoup pour cette question très informée. Moi, j'ai un peu peur de la géologie, je n'étais pas très bonne, donc je ne vais pas faire la maline. Juste pour répondre à ce que vous disiez au début, effectivement, pour ces questions de gaz, de pétrole, encore une fois, nous, c'est quelque chose qu'on a un peu l'impression de découvrir en France. En fait, ça a été exploité parfois sur le long terme, même les ressources minérales. Le charbon au Svalbard est exploité depuis le 19e siècle, le gaz, le pétrole depuis le début du 20e. Et quand on parle de 20 à 30% des réserves encore à découvrir, il s'agit encore de spéculation. Et on estime que même si on prend en compte ces chiffres, c'est environ 3 ans pour le pétrole, 7 ans pour le gaz. Pour le gaz, c'est assez important. Pour le pétrole, pas tant. Mais pour le gaz, justement, c'est très important. Enfin, c'est assez important. Si on regarde ce qui se passe en Russie, en particulier, et je tiens à souligner que l'exploitation du gaz, par exemple, en Russie, du gaz naturel liquéfié, à Yamal, par exemple, donc en Sibérie, ça se fait aussi sous l'égide de la coopération internationale parce que les Russes, tout simplement, n'ont pas forcément les moyens techniques et financiers d'assumer ça. Et donc, ça se fait avec les Chinois, avec Total en France. Excusez-moi, ouais. Mais actuellement, Total, bon, vous êtes certainement au courant, cherche un très gros projet d'exploitation de gaz. Ouais. Et il essaie d'obtenir une aide, une garantie de l'État de 700 millions d'euros. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que mon propos consiste à dire que ça se fait dans le cadre de... Enfin, ça se fait main dans la main, quoi. Le projet Yamal, c'est 20% de Total, 30% de fonds d'investissement chinois et 50% des Russes. C'est pour dire aussi qu'en dépit des tensions diplomatiques, quand il s'agit de gros sous, encore une fois, et quand il s'agit de gaz, il n'y a pas de problème pour coopérer sur des sujets très techniques et qui tiennent à cœur à tout le monde. Alors, pour répondre à votre question sur l'ambassadeur, en fait, c'est une assez bonne question. Je le vois lundi, donc je pourrais vous en dire plus ou vous donner des nouvelles peut-être par Eric. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a interpellée, le fait de mettre l'accent sur les enjeux maritimes. La feuille de route qu'avait engagée Michel Rocard, en fait, elle est restée lettre morte, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé depuis. Le principal axe, pour résumer pour tout le monde, cette feuille de route française donc, qui a été initiée par Michel Rocard, et son principal conseiller qui s'appelle Laurent Maillet, qui travaille toujours plus ou moins sur ces questions, c'était un axe vraiment environnemental. C'était l'idée de se dire en Arctique, la position de la France est une position diplomatique, de longue tradition scientifique, dans les deux pôles d'ailleurs, mais on va surtout mettre l'accent sur la question de la protection de l'environnement. Et moi, ce que j'observe, c'est que cette feuille de route aujourd'hui est restée lettre morte. Je vois plusieurs raisons. La première, peut-être de manière très pragmatique, c'est que la France, d'après moi, on est enregistré, mais la France n'a pas les moyens de ses ambitions en termes de politique polaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les sous qui sont mis derrière. Si on regarde aujourd'hui l'organisation qui pilote toute la recherche française, l'Institut Paul-Émile Victor à Brest, son directeur, Jérôme Chaplaz, est
géologue, non, océanographe, je crois. Bref, qui passe son temps à dire ça à peu près. Il viendra d'ailleurs à une génial. quand nous aurons repris les activités. On t'invite ce jour-là si tu veux. Hein. Ben, avec plaisir. C'est quelqu'un de passionnant et qui met aussi énormément de volonté dans ses actions. Il a accompagné le premier voyage d'un ministre français en Antarctique. C'était Madame Vidal et le PDG du CNRS. Bref, c'est quelqu'un qui met vraiment beaucoup d'énergie là-dedans, mais qui remarque que, alors que la France était un des pays les mieux classés dans tous les classements de recherche, aujourd'hui on dégringole parce qu'il n'y a pas assez de sous. Quand je vous parlais des scientifiques qui sont envoyés au Conseil arctique, ils ne sont pas assez envoyés, on est moins actifs que d'autres nations comme la Pologne, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, ce qui est un peu dommage parce qu'après en termes de diplomatie, la France aime bien un peu rouler des mécaniques, mais s'il n'y a pas les moyens qui suivent ensuite pour assurer cette présence, voilà, donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est, je pense, de manière assez pragmatique encore, que les questions environnementales sont très peu audibles en Arctique quand il y a la Chine à côté qui arrive à coût de millions de dollars. Je pense que ça, c'est l'autre chose. C'est que les Norvégiens, les Russes, enfin tout le monde globalement, préfèrent qu'on arrive avec des gros projets et des gros investissements en termes d'infrastructures, etc., qu'on fasse des leçons, entre guillemets, de protection environnementale. Michel Rocard, vous l'avez dit, était très actif sur ces questions-là, et en fait, il a un peu discrédité, entre guillemets, la France de ce côté-là. Autant pour nous, Français, il a une voix extrêmement forte et extrêmement active, autant il est quand même arrivé aux réunions du Conseil Arctique en expliquant qu'il fallait mettre un traité de l'Arctique sur le modèle du traité de l'Antarctique, c'est-à-dire un traité de sanctuarisation de la région. Donc effectivement, autant vous dire que personne en Arctique n'aime entendre cette question. Donc voilà, encore une fois, il y a 4 millions de personnes qui vivent des activités économiques, des personnes qui vivent de ces activités. C'est pas si simple, malheureusement. Encore une fois, c'est comme si les Russes arrivaient et disaient, bon, écoutez, maintenant, en Méditerranée, on arrête tout, on sanctuarise la région et on en fait une réserve naturelle. C'est pas très audible. Donc, Michel Rocard avait porté cette voix forte, mais qui avait été mal reçue, on peut le dire. La Commission européenne avait fait exactement la même proposition, en reprenant la proposition de Michel Rocard. Donc voilà, comme notre fer de lance français, c'est l'environnement. J'ai bien peur que malheureusement, ce ne soit pas la chose la plus facile à entendre pour tout le monde. Donc voilà, depuis novembre, on a un nouvel ambassadeur. Les questions maritimes. Alors, je ne sais pas si c'est pour faire plaisir à Olivier Poivre d'Arvor, qui est d'ailleurs également président, je crois, du musée de la Marine, qui a un lien particulier avec toutes ces histoires de mer. Donc, je ne sais pas si c'est un poste un peu taillé sur mesure. Ça, c'est possible. Il y a de nombreux ouvrages sur le sujet, oui. Oui, effectivement. Ça, c'est une hypothèse. Autre hypothèse, c'est pour, encore une fois, la France, se targue d'être une grande nation diplomatique, d'avoir la deuxième zone économique exclusive mondiale. Donc, la France est une puissance maritime, de fait. Est-ce que c'est pour mettre l'accent sur ça? Parce qu'encore une fois, en Arctique, on a 0 pouvoir politique. Donc, est-ce qu'on essaye de compenser par ce pouvoir géopolitique sur les océans? Voilà, c'est deux hypothèses, mais encore une fois, je demanderai. Écoute, de toute façon, nous reviendrons régulièrement sur ce terme de sanctuarisation, parce que c'est quelque chose qui apparaît dans de nombreux domaines en diplomatie. Et alors moi, j'ai beaucoup plus l'esprit mal tourné que toi, c'est-à-dire que le terme est souvent prononcé par des gens qui, d'une certaine façon, refusent la course et qui savent qu'ils l'ont déjà malheureusement perdu en partie. Mais il y aurait peut-être nécessité malgré tout, effectivement, de respecter mieux l'environnement. Ça, nous en sommes tous conscients. Ouais, d'autres questions, d'autres remarques, ça peut être sur le sujet lui-même, ça peut être sur la manière sensible d'approcher le pôle Nord. À vous, et puis sinon, j'en ai quelques-unes aussi. À toi, Elisabeth. Oui, Elisabeth est juriste, pour te montrer que tu as des gens. Alors, Elisabeth est vice-présidente du NIFPOP, et, comme Philippe d'ailleurs, et elle est juriste. À toi. Oui, bonsoir Camille. Est-ce que tu pourrais nous dire, s'il te plaît, quelles sont les préconisations les plus récentes du Conseil de l'Arctique? Alors, ça, c'est une bonne question. Comme j'ai dit, le Conseil de l'Arctique, t'es juriste, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, est une organisation de droit mou. En revanche, ce qu'on observe, c'est que depuis sa création, la structure s'est quand même renforcée et il y a eu des normes qui ont été prises, 3 principales normes contraignantes. La première, c'est ce qu'on appelle, alors en anglais, c'est la protection des oil spills. Je crois que c'est en français, c'est comment dire, en gros les catastrophes pétrolières. Je pense qu'on peut dire ça. Je sais pas, spills.
Oui, je le savais, j'ai oublié. Des marées noires, quoi. Des marées noires, je pense que c'est ça, la bonne Voilà. définition. Donc, la première, c'est ça. Donc, le but, c'est de se coordonner entre tous les États arctiques en cas de marée noire pour, bon, non seulement éviter que ça arrive, mais une fois que ça arrive, se coordonner. Il faut savoir que, en raison de l'aspect visqueux du pétrole, sa dégradation est beaucoup plus difficile dans des eaux glacées. Bon, encore une fois, je suis spécialiste de ma spécialité, pas du reste, mais je peux vous dire que c'est encore plus une catastrophe que quand ça se passe dans le golfe du Mexique. Donc, donc en fait, c'est un certain nombre de bonnes pratiques qui sont proposées et ensuite, chaque État doit les mettre en œuvre, mais dans ses politiques nationales. Voilà. Donc, il y a certains États pour qui ces normes, ce sont des choses qui sont déjà acquises. Je pense qu'en Norvège, la Norvège est un pays pétrolier, mais un pays qui est quand même très en avance sur ces normes. Donc, je pense que pour lui, la Norvège, c'est acquis. En revanche, il y a d'autres États qui prennent ces recommandations et qui ensuite essayent de les mettre en œuvre. Ça, c'est la première norme contraignante. La deuxième, c'est sur ce qu'on appelle en anglais le search and rescue, c'est-à-dire le sauvetage en mer, tout simplement. Donc, encore une fois, les gardes-côtes de tous les pays s'organisent en cas de catastrophe pour organiser des moyens humains et coopérer si il y a, j'en sais rien, un navire russe qui a un problème dans les eaux norvégiennes, voilà, pour bien s'organiser. Et la troisième mesure contraignante, c'est la plus récente qui date de 2017. C'est sur la coopération scientifique. Le but, c'est d'ouvrir les frontières, de faciliter l'accès des scientifiques au terrain, ce qui n'est pas toujours simple. Dans certains pays, ça l'est, dans d'autres moins. En Russie, notamment, ça l'est moins. Et donc, le but, c'est de faciliter la coopération internationale pour les scientifiques, pour les chercheurs, faciliter l'accès au terrain et pour essayer de mettre en commun le plus possible la recherche qui est faite. Et la suspension des forages qui a été, semble-t-il, décidée par Joe Biden il y a peu de temps, est-ce que ça faisait partie des recommandations ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a pris sur lui pour bien montrer la différence de politique qui serait conduite sur le sujet avec Donald Trump? Moi, je suis plutôt partisan de ton hypothèse. Je pense que c'est quelque chose d'éminemment symbolique. Et c'est vrai que le fait que Biden interdise ces forages parmi les premiers jours de son mandat, je pense que c'est vraiment pour marquer le coup, la différence avec ce qu'avait fait Donald Trump. En revanche, c'est pas trop l'aspect du Conseil de l'Arctique. Le but, comme je l'ai dit, c'est la protection de l'environnement et le développement durable. Le développement durable, c'est une notion assez souple pour qu'on puisse la tirer du côté du développement ou du durable. Et aujourd'hui, dans le développement durable, normalement. Pardon ? Il y a l'économique dans le développement durable. Effectivement, oui, il y a les trois piliers. Et l'environnemental. Absolument. Il y a l'aspect social, il y a l'aspect économique, faire du profit, l'aspect social, mieux répartir ce profit et l'aspect environnemental. Mais dans le développement durable, il y a effectivement ces trois piliers et tous les États du Conseil de l'Arctique sont pour développer l'Arctique, mais de manière durable. Et encore une fois, le prétexte, ça peut être les populations autochtones, dire qu'il faut que ça leur profite, etc. Et on en arrive au paradoxe aujourd'hui navrant, mais qui est un fait, c'est que beaucoup, encore une fois, je ne peux pas faire un tout, mais pour schématiser, une grande part des populations autochtones voient dans ce développement économique un moyen d'accéder à un meilleur niveau de vie, alors même que leur mode de vie traditionnel a disparu. Donc le développement durable, le développement, c'est aussi quelque chose demandé de la base. Ça peut être un prétexte venu du haut pour justifier un certain nombre de politiques, c'est aussi un développement demandé de la base. Donc c'est toujours un peu ambivalent. Ces populations qui veulent que leur environnement soit respecté, leur mode de vie respecté, etc., qui ont d'ailleurs soutenu Biden dans sa décision de sanctuariser ce parc naturel, et en même temps pour qui les activités économiques sont, comme tout le monde, un moyen de vivre ou de survivre. Alors, chers amis, ne vous laissez pas impressionner par le niveau des questions de nos questionneurs divers et variés qui ont posé des questions fort intéressantes. Il n'y a pas de mauvaises questions, chacun pose la sienne à son niveau de compréhension et de connaissance du sujet. Donc, n'hésitez pas. Qui s'y colle? On a encore une petite dizaine de minutes. J'en ai une sinon, allez, juste pour vous faire plaisir, pour vous permettre d'attendre. Hein. Camille, est-ce que tu parlais d'une grande diversité de situations dans les peuples qui sont les peuples de l'Arctique, grande diversité également dans le niveau d'éducation des différentes personnes. Est-ce qu'il y a dans les peuples d'Arctique, que ce soit des Yakoutes, des Tchouktches, des Samis ou autres, un certain nombre de gens qui sont arrivés à un niveau d'éducation tel qu'ils sont capables désormais, pour toi, d'être des interlocuteurs et d'être des gens qui travaillent à tes côtés ou en partenariat ou comme scientifiques, justement?
Alors, oui, absolument. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui font qui font des études. Je souligne aussi que moi, j'ai remarqué que ce n'est pas le niveau d'études qui fait le niveau de pertinence des propos ou le niveau Ouais. d'intelligence. Et c'est vrai que notamment dans les groupes de travail du Conseil de l'Arctique, il y a beaucoup de gens qui sont là pour leur expertise de terrain. C'est-à-dire, ils partent du principe que leurs savoirs ancestraux leur permettent d'arriver aux mêmes conclusions que des scientifiques qui s'arrachent les cheveux dans des labos depuis un moment. Le savoir ancestraux sur la glace, sur la faune, sur la flore. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément tamponnées par des universités, mais qui ont une grande valeur et qui ont tendance malheureusement à se perdre. Donc il y a d'une part ce savoir-là. Et si on parle comment dire, de savoir plus institutionnalisé et plus occidentalisé, il existe. Absolument. Aujourd'hui, il y a des représentants qui sont assez médiatiques, qui sont très présents dans ces réunions. Encore une fois, ça dépend. Ça dépend des pays, ça dépend de choses. Et le problème étant que ces populations représentant une minorité de la population, la question du nombre se pose en fait, et la question du financement se pose. Et effectivement, le poids de ces populations autochtones aujourd'hui, il reste faible tout simplement parce que dans un niveau d'éducation, dans un pourcentage de niveau d'études supérieures dans un pays, celui des populations autochtones est souvent plus faible, et en plus le nombre de populations est évidemment plus réduit. Donc en termes de représentation, ça reste difficile, et en termes de financement surtout. Mais tu devrais demander à Olivier Poivre d'Arvor, qui, à mon avis, aura un avis plutôt positif sur le sujet, si un des créneaux que la France pourrait occuper ne serait pas justement la capacitation dans ce genre de domaine, parce que c'est en général une position que nous avons eue dans pas mal de régions du monde et qui permet à des coûts moindres et avec des ressources qu'on a dans les instituts et les universités françaises de pouvoir justement faire une coopération qui soit un bon levier pour le développement. Mais ça, c'est très intéressant et c'est le cas. Je pense à deux exemples. Le premier, c'est Jean Mallory, qui aujourd'hui est âgé mais encore actif, qui lui avait développé à Saint-Pétersbourg un institut une sorte d'ENA pour les populations autochtones. Je sais plus exactement, je crois que c'est l'Institut franco-russe. Je ne sais plus exactement, à Saint-Pétersbourg. Bref, une organisation faite pour former des populations autochtones dans le respect effectivement de leur culture, etc., mais pour les engager à devenir des leaders et à réussir à influencer dans les politiques qui existent. Et si je pense un des seuls centres en sciences sociales qui existent en France, à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui s'appelle bon bref, peu importe, le CEARC, qu'est-ce que ça veut dire? Bref, un centre de recherche sur les sociétés arctiques. Ils ont effectivement beaucoup de liens, en particulier avec des populations au Groenland et aussi en Sibérie, et des universités. Il existe des universités, quand je m'étais rendue à Arkhangelsk, enfin, il y a beaucoup d'universités, en Russie notamment, des universités fédérales, c'est un État fédéral assez décentralisé, des universités qui font participer des populations autochtones à tout un tas de programmes, il y a des échanges, ça existe pas mal. Alors peut-être pour conclure, à moins que quelqu'un m'interrompe par une question. Oui, je veux bien, Eric. Si vas-y, à toi, Guy. Non, très rapidement. On avait vu Camille, que ce espace arctique était un patchwork. Qu'est-ce qui fonderait, en quelques mots, hein, désolé, mais qu'est-ce qui pourrait fonder ou qui fonde la culture arctique? Ça, c'est très dur. À part le froid et les ours. Hein. Ben, j'aurais tendance à dire l'Arctique, si on prend la définition stricte de la Méditerranée, une mer entourée de terre, l'Arctique, c'est une Méditerranée. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des phénomènes de discontinuité, des phénomènes d'enclavement, d'éloignement, des problèmes d'infrastructure qui font que les liens sont faibles, mais toutes les populations partagent le même espace. Donc, si j'avais c'est super dur comme question, mais c'est très intéressant, cette histoire de liens communs, ça serait cette Méditerranée. Aujourd'hui, les liens sont faibles. Même, par exemple, il n'y a aucun vol long courrier en avion entre deux villes arctiques. Donc ça, vous êtes obligé de repasser par le sud, etc. Donc c'est un bon exemple que, fonctionnellement, il y a encore peu de liens. C'est-à-dire que, j'en sais rien, Mourmansk a plus de liens avec Moscou qu'avec les autres pays de l'Arctique. En revanche, je pense que cette culture arctique, comme je l'ai dit, je pense que c'est celle des populations qui étaient là, qui est des populations autochtones, qui, encore une fois, est marquées par cette histoire de déracinement, de colonisation, d'entrée brusque dans la mondialisation, mais qui a une véritable volonté de se rassembler. Et ça, notamment autour du Conseil de l'Arctique, s'il y a un des mérites, c'est ce mérite de socialisation, de rencontre. Notamment, il y a plein de programmes pour les jeunes, etc. Donc, je dirais que c'est ça. Je dirais que c'est une région en train de se faire du point de vue fonctionnel, mais que justement la politique peut permettre de mettre ensemble des acteurs et de construire des liens qui n'existent pas forcément au départ.
Alors moi, j'ai une question basique de chez Basique. Je veux me représenter Camille Escudé-Joffre qui part en expédition sur son terrain. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sa polaire, elle prend ses bottes, elle débarque dans un hôtel, elle va à scoutante, comment ça se passe exactement le terrain pour une Ah ouais. politologue? Alors, elle commence par chercher des financements parce que tout ça coûte horriblement cher. Donc, de manière, ça, c'est important que vous le sachiez aussi. C'est-à-dire que moi, mes terrains, ils sont dictés clairement par les sous que j'ai obtenus. Donc, je suis partie principalement en Norvège et au Canada parce que ce sont les pays les plus riches, peut-être, et surtout les plus enclins à financer des jeunes chercheurs. Donc, ça, c'est la première chose, c'est trouver des financements. Donc, postuler à des bourses, postuler à des programmes. La Norvège est un pays très riche, je vous l'ai dit, qui a une forte capacité d'influence en attirant des chercheurs. Et c'est la même chose au Canada. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que je me suis fait payer mon billet d'avion, qu'est-ce que je fais? Alors, si je vais au Canada, il fait -30. Donc là, on me prête ou je loue un équipement spécial parce que, voilà, si je vais en Norvège, j'ai un équipement de ski de base. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, c'est des entretiens. Donc, je passe pas mal de temps à contacter avant, par mail. Au début, je tâtonne. Après, c'est un réseau qui se fait. Et au fur et à mesure, on connaît des gens qui nous recommandent et on connaît de plus en plus de monde. C'est toujours comme ça que ça se fait. Et participer aux grandes conférences arctiques, c'est toujours très intéressant. Et j'ai en tête ce que mon directeur de thèse m'avait dit, et je me suis rendu compte que c'était vrai, c'est-à-dire que ce qu'on sait de plus intéressant aux conférences, c'est jamais pendant la conférence, mais c'est pendant la pause café où on va papoter avec justement les populations autochtones qu'on ne peut pas approcher sinon, avec les représentants chinois. Il se trouve qu'il est à la chambre de chambre après vous. Et c'est vraiment ce réseau informel, moi, qui m'a permis d'apprendre énormément de choses. Alors après, on ne peut pas toujours le sourcer. On dit, voilà, source, on est obligé d'anonymiser les sources, etc. Mais c'est vraiment tout simplement faire du terrain. Pour moi, c'est un peu grenouiller, être là, boire des cafés avec les uns les autres, faire du réseau et papoter. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend le plus de choses de loin. Bon, ben écoute, si tu ne trouves pas des financements pour aller dans le Grand Nord, on te conseillera de prendre un billet de train pour Perpignan parce que, figure-toi, nous aurons un petit peu plus tard que toi un linguiste qui s'appelle Charles Weinstein. Ah Et oui. Charles Weinstein, à l'âge de 60 ans, s'est mis c'était un russisant absolument extraordinaire, une des rares personnes ayant traduit tout Pouchkine en français. Et il s'est mis à désirer apprendre autre chose, et notamment il s'est consacré à la culture des Tchouktches, c'est-à-dire juste en face de l'Alaska. Et Charles a accepté de faire une visioconférence Génial. avec nous également dans les 21 rencontres UNIFPOP. Et il a réalisé en fait une encyclopédie tout au long de sa retraite, une encyclopédie de la langue tchoutchke. Et il a désormais une encyclopédie qui est français, anglais, russe, tchoutchke. Et c'est un personnage absolument passionnant qui connaît de l'intérieur ce qu'on pourrait appeler la culture des peuples du Grand Nord. Donc, quand vous aurez fini le chocolatologue, on en aura encore pour tous. Alors, je pense qu'on peut, en conclusion, tous conclure que quand on vous promet une rencontre remarquable, elle l'est. Personnalité qui en veut, curiosité à cet âge qui reste la curiosité de la petite fille qui avait 5 ans et qui avait déjà les yeux qui brillaient, et puis le parcours tout à fait intéressant. Et je crois que le propos nous a tous enrichis. C'est le principe de ces 21 rencontres. On remercie très chaleureusement Camille, que je vais vous demander d'applaudir en direct. Et Merci puis, beaucoup de l'invitation. Comme l'ensemble des conférenciers ou intervenants d'UNIFPOP, en fait, en ce moment, c'est un pis-aller, elle le sait bien. Nous lui avions proposé de venir en vrai, et elle viendra un jour en vrai. Avec Donc, plaisir. Camille, on te